Avez-vous déjà remarqué que le Boeing 737 a une allure étrange? Ses moteurs semblent aplatis par le bas, et ses roues, après le décollage, restent partiellement visibles à l'extérieur. À première vue, on pourrait croire à un design ancien, à une économie de moyens ou à un avion dépassé. Pourtant, le paradoxe est frappant. Le 737 est l'avion à réaction le plus produit de toute l'histoire. Plus de 12 000 exemplaires, près de 60 ans de production continue, et il vole encore partout dans le monde. Alors pourquoi un avion à l'apparence si inhabituelle est-il devenu un tel succès? Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi le Boeing 737 possède des moteurs aplatis et pourquoi son train d'atterrissage ne se referme pas complètement. Et vous verrez que derrière ces bizarreries ne se cachent pas des compromis, mais une logique d'ingénierie remarquablement intelligente. La philosophie du Boeing 737 repose sur une idée simple, un avion conçu depuis le sol. Pour comprendre le 737, il faut revenir aux années 1960. Boeing ne cherchait pas à créer l'avion le plus populaire du monde. L'objectif était de concevoir un appareil régional simple, destiné aux liaisons courtes et moyennes. Il devait pouvoir desservir de petits aéroports, fonctionner là où il n'y avait ni passerelle télescopique ni équipement complexe, et être exploité rapidement et à faible coût. À cette époque, les bagages n'étaient pas chargés dans des conteneurs. Ils étaient manipulés à la main. Le ravitaillement, l'embarquement des passagers et la maintenance se faisaient directement depuis le sol. Les ingénieurs ont donc pris une décision clé qui allait déterminer le destin de l'avion pour des décennies. Le Boeing 737 a été conçu aussi bas que possible. Fuselage bas, aile basse, garde au sol minimale. Les passagers pouvaient monter à bord par un escalier intégré, les manutentionnaires travaillaient sans élévateur et les aéroports pouvaient accueillir l'avion sans infrastructure lourde. À l'époque de sa création, c'était une solution idéale. Personne n'imaginait qu'avec le temps, cette faible hauteur obligerait les ingénieurs à modifier la forme des moteurs, à laisser les roues partiellement exposées et à exploiter chaque millimètre de la structure. Mais c'est précisément là que commence toute l'histoire du Boeing 737. Pourquoi au début, cela ne posait-il aucun problème? Sur les premières versions du Boeing 737, les séries 100 et 200, on utilisait des moteurs purement turboréacteurs Pratt & Whitney JT8D. À l'échelle actuelle, ils étaient étroits, longs et relativement simples. Leur forme rappelait celle d'un cigare, un petit diamètre, une section presque parfaitement circulaire. Toute la poussée était produite par le jet de gaz brûlant traversant le moteur. Et voici le point clé. Ces moteurs n'avaient pas besoin d'un énorme ventilateur à l'avant. Par conséquent, ils entraient sans difficulté sous l'aile basse du 737. La garde au sol était suffisante et le risque de toucher la piste n'entrait même pas en ligne de compte. À cette époque, la configuration du 737 était tout simplement parfaite. Avion bas, maintenance facile, moteur bien intégré sous l'aile, aucun compromis technique. Mais tout a changé lorsque l'aviation a cessé de chercher la vitesse pour se concentrer sur l'efficacité. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, l'industrie a compris que l'avenir appartenait aux moteurs à double flux, les turboréacteurs à fort taux de dilution. Leur principe diffère radicalement des anciens moteurs à réaction pure. À l'intérieur, on retrouve toujours un cœur réactif classique, compresseur, chambre de combustion et turbine. Mais l'essentiel de la poussée provient désormais d'un grand ventilateur placé à l'entrée du moteur. Celui-ci accélère une énorme masse d'air froid qui contourne le cœur du moteur par l'extérieur. C'est ce flux d'air accéléré qui fournit la majeure partie de la poussée, tandis que le jet chaud ne joue plus qu'un rôle complémentaire. Les avantages sont évidents, une consommation de carburant plus faible, un niveau sonore réduit et un rendement nettement supérieur. Mais l'inconvénient l'est tout autant. Le diamètre du moteur augmente fortement, et c'est là que Boeing se heurte à son propre héritage. Le 737 était déjà très bas, avec des trains d'atterrissage courts et un espace minimal entre le moteur et le sol. Le nouveau moteur CFM56 ne pouvait tout simplement pas entrer sous l'aile dans sa forme circulaire classique. Boeing s'est alors retrouvé face à un choix décisif, soit repenser entièrement l'avion avec un nouveau train d'atterrissage, une nouvelle aile et une nouvelle certification, soit tenter d'intégrer ce moteur moderne dans une cellule conçue des décennies plus tôt. Comme nous le savons aujourd'hui, ils ont choisi la seconde option. Et c'est à partir de là que commencent certaines des solutions d'ingénierie les plus fascinantes de l'histoire du 737. Car dès que l'on regarde un moteur de Boeing 737, une question revient presque toujours. Pourquoi a-t-il une forme aussi étrange? Pourquoi la partie inférieure du moteur semble-t-elle aplatie? Il est important de comprendre une chose dès le départ. À l'intérieur, le moteur du Boeing 737 est parfaitement circulaire. Le ventilateur est rond, le compresseur est rond, tout le cœur du moteur est rond, exactement comme sur n'importe quel autre avion de ligne. Ce qui paraît aplati, c'est uniquement l'enveloppe extérieure du moteur, plus précisément la partie inférieure de la nacelle d'entrée d'air.
Et ce n'est ni un choix esthétique, ni un caprice des ingénieurs. C'était une solution forcée, presque une impasse technique. Premièrement, le moteur a été légèrement avancé vers l'avant, devant l'aile. Cela a permis d'améliorer l'équilibre de l'avion et, surtout, de relever géométriquement le moteur par rapport au sol. Deuxièmement, la partie inférieure de la nacelle a été rendue plus plate, afin de gagner encore quelques précieux centimètres de garde au sol. Troisièmement, l'agencement des équipements du moteur a été modifié. La boîte d'accessoires et une partie des systèmes auxiliaires ont été déplacés sur les côtés de la nacelle, libérant ainsi l'espace situé sous le moteur. C'est précisément pour cette raison que le 737 a acquis cette forme si reconnaissable, avec des joues caractéristiques qui permettent de l'identifier au premier coup d'œil. Pourquoi tout cela était-il nécessaire ? D'abord pour la garde au sol, c'est-à-dire la distance entre le moteur et la piste. Ensuite pour la sécurité, en particulier lors des atterrissages par vent de travers, quand l'avion peut légèrement s'incliner. Et enfin pour éviter de redessiner complètement le train d'atterrissage et de devoir recertifier l'avion depuis zéro. Et c'est ici que se trouve l'idée clé. Ce n'est pas une solution élégante, c'est une solution d'ingénierie du type « faire avec ce qu'on a tant que ça vole ». Mais elle a fonctionné. Et si l'avion est si bas qu'il a fallu modifier la forme même du moteur, une question logique se pose alors. Qu'est-il arrivé aux trappes du train d'atterrissage ? Pourquoi sur le Boeing 737, lorsque le train est rentré, les roues restent-elles partiellement visibles à l'extérieur, comme si l'avion avait oublié de les fermer ? En réalité, il n'a rien oublié. Cela fait partie exactement de la même philosophie. À première vue, cela ressemble à un vestige du passé, comme si l'avion avait été conçu à la hâte ou avec des économies douteuses. Mais la raison est très simple et très stricte. Il n'y a tout simplement pas assez de place pour fermer complètement les roues. Le Boeing 737 a été conçu dès le départ pour être extrêmement proche du sol. Ce choix a été dicté par l'exploitation dans les aéroports régionaux des années 60, sans passerelle télescopique, sans chargement par conteneur, sans équipement complexe au sol. Lorsque les jambes principales du train d'atterrissage se rétractent, elles se logent dans un compartiment extrêmement compact. Ce logement, très limité en hauteur, est déjà densément rempli de systèmes et n'a tout simplement pas été prévu pour accueillir des mécanismes supplémentaires. Pour fermer complètement les roues, Boeing aurait dû agrandir le volume de la niche, modifier les éléments porteurs de l'aile, ajouter un système complexe de trappes, augmenter la masse de l'avion et repasser par une certification complète. Et c'est là qu'est apparue la question d'ingénierie fondamentale. Est-il vraiment nécessaire de fermer totalement les roues ? Des trappes de train complètes, ce ne sont pas de simples portes. Ce sont des actionneurs hydrauliques supplémentaires, des capteurs de position, des verrous, une logique de commande et des dizaines de points potentiels de défaillance. Chaque élément ajoute du poids, complique la maintenance et augmente le risque de retards opérationnels. Boeing a abordé le problème de manière pragmatique. Le gain aérodynamique apporté par des roues entièrement carénées existe, mais il n'est pas critique pour un avion de cette catégorie. La décision prise correspond parfaitement à l'ADN du 737. Supprimer tout ce qui est superflu et conserver uniquement ce qui est réellement nécessaire. Les roues n'ont donc pas été totalement enfermées. Seule l'aile, le fuselage et les zones critiques ont été carénées, le reste étant compensé par d'autres solutions. Les roues principales du 737 sont équipées de capots lisses spécifiques. Ils ne sont pas là pour l'esthétique. Lorsque le train est rentré, la face externe de la roue, associée à ce capot, forme une surface relativement profilée. Cela réduit suffisamment la traînée pour que, si un capot est endommagé ou manquant, les compagnies aériennes soient obligées de prendre en compte une pénalité carburant lors de la planification du vol. Ce n'est donc pas un élément décoratif, mais un véritable composant aérodynamique. L'étape suivante pour les ingénieurs consistait à protéger la niche du train contre la saleté, les débris et les corps étrangers, car la baie du train principal du 737 n'est pas un simple volume vide. À l'intérieur de cette baie se trouvent des éléments du système hydraulique, des conduites haute pression, des câbles et des mécanismes de commande, et, dans certaines configurations, des bouteilles du système d'extinction incendie des moteurs. Comme les roues restent partiellement exposées après la rentrée du train, il existait un risque réel que des corps étrangers pénètrent dans la baie. Sur les premières versions du 737, Boeing a tenté de résoudre ce problème à l'aide de joints gonflables, appelés Inflatable Seals, qui se dilataient après la rentrée du train et comblaient l'espace libre. Mais en pratique, cette solution s'est révélée peu fiable. Les joints perdaient leur étanchéité, étaient sensibles à l'usure et aux dommages, déclenchaient fréquemment des alertes de dépressurisation dans le cockpit et entraînaient des retards ainsi qu'une maintenance supplémentaire. Les ingénieurs de Boeing ont donc abandonné ce système complexe au profit d'une solution bien plus simple et robuste, des joints en caoutchouc multicouche sans aucun élément mobile.
Ces joints ne nécessitent ni pression, ni hydraulique, ni actionneur, mais forment malgré tout une barrière physique solide entre la baie du train et l'environnement extérieur. Moins de mécanismes, moins de pannes potentielles et une fiabilité maximale. Les ingénieurs ont également pris en compte l'un des scénarios les plus dangereux, l'éclatement d'un pneu. Si une roue endommagée est rentrée dans la baie, des morceaux de carcasse ou des éléments métalliques peuvent endommager des conduites hydrauliques et d'autres systèmes critiques situés à proximité. Pour éviter cela, sur le Boeing 737, les roues sont automatiquement freinées lors de la rentrée du train, ce qui réduit fortement leur vitesse de rotation. De plus, le système intègre des dispositifs de sécurité hydraulique. Si quelque chose ne se déroule pas comme prévu et que la pression hydraulique chute, le train ne se rétracte tout simplement pas complètement et reste à l'extérieur. C'est un choix d'ingénierie parfaitement assumé. Il vaut mieux voler avec un train sorti que de dissimuler un problème à l'intérieur de l'avion et risquer d'endommager des systèmes vitaux. Pourquoi cette solution existe-t-elle depuis plus d'un demi-siècle? L'argument le plus convaincant est le temps. Le Boeing 737 vole depuis plus de 50 ans. Au cours de cette période, l'aviation a changé de manière radicale. De nouveaux matériaux sont apparus, les cockpits sont devenus numériques, les moteurs ont complètement évolué. Les exigences en matière de bruit, d'écologie et de sécurité se sont durcies. Des avions qui étaient encore considérés comme modernes il y a 20 ou 30 ans sont déjà entrés dans l'histoire, tandis que le Boeing 737 est resté. Il a traversé plusieurs générations de moteurs. Le passage des turboréacteurs aux turboréacteurs à double flux, le durcissement des normes sur le bruit et les émissions, de nouveaux standards de certification et une concurrence sévère de la part d'Airbus et d'autres constructeurs. Et malgré tout cela, les roues sont restées partiellement visibles. Le schéma simple et fiable du train d'atterrissage est resté. La philosophie du minimalisme et du refus des mécanismes inutiles est restée. Même le 737 MAX, le représentant le plus moderne et le plus débattu de la famille, a conservé ce concept. Parce que du point de vue de l'ingénierie, il fonctionne toujours, de manière fiable, prévisible et éprouvée par des millions de cycles de décollage et d'atterrissage. Et ici, il y a un point essentiel. En aviation, il n'existe pas de tradition maintenue uniquement par habitude. Si une solution est réellement mauvaise, dangereuse ou trop inefficace, elle ne survit pas pendant des décennies. Elle est modifiée, supprimée ou interdite. Les erreurs ne traversent pas un demi-siècle d'exploitation. Le Boeing 737 n'est pas un avion parfait. Ce n'est ni le plus beau, ni le plus technologique, ni le plus pur d'un point de vue ingénierie. Mais il est incroyablement robuste, étonnamment adaptable et extrêmement honnête dans sa logique. C'est un avion dont de nombreuses décisions n'ont pas été prises dans des conditions idéales, sur une feuille blanche, mais comme des réponses à des contraintes bien réelles. La faible hauteur par rapport au sol, une cellule ancienne, les exigences des compagnies aériennes et la pression du temps. C'est précisément pour cela qu'il est devenu ce qu'il est. Et peut-être que la question principale ne s'adresse plus aux ingénieurs de Boeing, mais à nous. Préféreriez-vous un avion idéal, conçu entièrement à partir de zéro, ou celui qui, depuis 60 ans, prouve encore et encore qu'il fonctionne? Écrivez-le dans les commentaires, ce sera vraiment intéressant de lire vos avis.